Les amis, on se retrouve lendemain de victoire hyper convaincante XXL, victoire franchement masterclass du Barça en Ligue des Champions lors du match aller face au PSG. Il y aura forcément un match retour dans 5 jours maintenant. On en parlera à tête reposée à partir de dimanche, je pense. On verra évidemment ce qui va se passer en Liga face à Cadiz ou à partir de lundi. On verra. Pour l'instant, revenons à froid sur ce match d'hier soir. Je voulais en parler parce qu'il y a plein de choses à dire. J'ai fait une vidéo hier, débriefing de un quart d'heure, je crois. J'ai fait non seulement, non pas un avant-match, mais deux avant-matchs. Un lundi d'une demi-heure, les frères. Une demi-heure que je vous invite encore une fois à aller voir. Et aussi un deuxième avant-match mardi. Encore une fois, je crois 25-27 minutes, peu importe. Parmi la multitude de scénarios qu'on avait imaginés, il s'est passé globalement ce qu'on avait prévu. Par contre, moi, j'ai quand même été surpris et convaincu par ce que le Barça a montré comme visage mentalement, ça a été des cracks. On a eu des soldats, les frères. On a eu un Barça qui mettait le mode Ligue des Champions, comme voilà, les grandes équipes arrivent à le faire. Et ça méritait justement de revenir à froid, justement, sur la performance de chaque joueur du Barça, et même du coach, de Xavi, des supporters, de plein de choses. Je voulais parler évidemment d'Ousmane Dembélé, faut en parler de ce qui s'est passé, le fait qu'il célèbre, on en parlera tout ça évidemment, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais aussi parler du PSG, de Mbappé, des joueurs qui ont fait mal comme Nuno Mendes, de l'absence d'Hakimi qui sera du coup de retour lors du match retour, et aussi des suspendus côté Barça, mais bon, on va pas trop parler du match comme j'ai dit, on va commencer à en parler déjà à la fin de ce week-end. Pour l'instant, revenons sur ce qu'on a vu. On va même parler aussi de Neymar qui a commenté un post Instagram de Rafinha parce qu'il y en a pas mal de supporters par exemple qui ont été offusqués par ça, ce qui me surprend vraiment. Je pense qu'ils sont un petit peu naïfs et qu'ils ont un peu la mémoire très abîmée par la THC, si je peux me permettre. Alors que ce n'est qu'un match aller, je le répète. Hier, on a savouré, maintenant on va analyser et ensuite on n'en parlera plus, on se projettera, on se plongera vers le match retour, avant évidemment un match là face à Cadiz en Liga qui va arriver samedi soir à 21 h. On sera là évidemment. Une information importante à savoir, c'est que le PSG ne jouera pas ce week-end en Ligue 1. La LFP a fait un petit cadeau, a donné un petit bonbon au PSG en leur disant écoutez, reposez-vous. Retour dans 5 jours maintenant en Ligue des Champions pour essayer de se qualifier, ce qui permettra justement au Paris Saint-Germain, et je pense à Luis Enrique. On sait comment mentalement c'est un mec, c'est un gourou, c'est un marabout, comment il psychote un petit peu ses joueurs, comment il peut les motiver, comment il peut les galvaniser. Il l'a fait quand il était au Barça. Donc ça aura quand même, je pense, une importance côté PSG de rebondir, d'abord de cicatriser et ensuite rebondir pour aborder le match retour. Ce sera important, mine de rien. Le Barça va jouer, ce sera un petit peu le scénario inverse du match aller. Le Barça va jouer ce week-end. En attendant, le match retour va se préparer tout doucement. Il y a des choses qui se sont bien passées hier, des choses positives, des leçons à tirer que je pense le Barça peut se servir lors du prochain match, clairement. Mais avant tout, ça fait plaisir de voir un Barça qui maîtrise son match. Si j'ai réussi, je pense, à deviner assez bien, relativement bien, comment le match pouvait se dérouler, ce que le Barça devait faire, s'il était mené au score, s'il menait au score, c'est parce que je pense que le Barça, relativement, a maîtrisé sa rencontre globalement. Et la clé, ça a été encore une fois les temps faibles. Encore une fois, parlons-en, les frères, j'en ai parlé, j'en ai répété 10 fois dans mon avant-match, même quand j'ai été taxé de pessimiste. La clé du match, ça a été justement comment le Barça a réagi justement à 2-1. C'est 11 minutes, je crois, c'est la 51e minute, que Vitinha marque le but du 2-1, alors que le Barça, du coup, traverse une période compliquée depuis le retour des vestiaires. On prend 2 buts coup sur coup. Et pendant 10 minutes, le Barça souffre. Le Barça souffre jusqu'à justement l'entrée à la 60e minute de Pedri qui change le match. Une minute plus tard, le mec n'a pas joué depuis un mois, je crois, un mois et demi. Et sur son premier ballon, il te fait cette passe-là. Ça déjà, c'est un truc de fou. Si on réalise un petit peu la chose, c'est un truc complètement fou. Ça veut dire que combien de joueurs à sa place auraient, je sais pas, joué un ballon facile, une passe pour se tester, se jauger, rentrer dans le match comme on dit. Lui, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Premier ballon, le talent fait la différence. Mais ce dont je voulais parler absolument et reparler, c'est évidemment cette période-là de 2-1 où je pense que le Barça a fait le plus dur, a fait le dos rond. Et j'en ai parlé en avant-match, encore une fois, du moment où tu es mené au score et tu dois faire le maximum pour rester, du coup, au contact de l'adversaire. Même si tu souffres, il y a un sauvetage de Araujo à un moment donné, justement, pendant ces 10 minutes-là, à 2-1. Et Araujo fait un sauvetage incroyable sur Barcola parce que le Barça était au bord de la rupture. C'est ça que je veux. C'est exactement de ça dont je parlais. C'est ce sauvetage-là.
c'est comment justement être solidaire, comment éteindre justement les offensives du PSG, comment les frustrer, comment justement éteindre le temps fort qu'ils ont. Et je vous avais dit lors de l'avant-match que justement, à ce secteur-là, le Barça a progressé, on l'a vu face à Naples, où malgré la domination napolitaine, à certains moments du match, on a vu un Barça qui réussissait à ne pas encaisser. Ça a été le cas justement, et je prends le Barça aujourd'hui qui a progressé, prends le même Barça de Valverde en 2019, en 2018, peu importe quand. Tu mets le Barça de Valverde dans la même situation que celle du Barça d'hier, un Barça qui a mené au score 1-0 et qui s'est fait remonter, qui s'est fait renverser jusqu'à 2-1. Pendant les 10 minutes, tu mets le Barça de Valverde dans la même situation, hein, je suis sûr et certain que le Barça se mange le but du 3-1, voire en plus après un 4-1 et un 5-1. Il faut être très fort mentalement pour ne pas sombrer à 2-1 à ce moment-là du match. Et je suis sûr et certain que l'Anglais, Piqué, Jordi Alba, Sergio Roberto et tous ces sbires-là qui étaient en fin de carrière malheureusement, tu les mets dans la même situation que le Barça d'hier à 2-1, ils sombrent tous. Et j'oublie aussi Ter Stegen qui lui aussi à une époque sombrait. Rappelez-vous, face à Liverpool, son match dramatique. Et ça, j'ai envie de parler de lui aussi parce que on me taxe un petit peu de sévère envers Ter Stegen. Vous avez vu le match de Donnarumma. Vous avez vu son match. Il est impliqué sur les 3 buts que le PSG a encaissés. Le premier, évidemment, il fait la relance mauvaise pour Rafinha. Le deuxième but, c'est un mauvais dégagement, un mauvais renvoi et ça, une mauvaise relance. Et ça, Ter Stegen, il en fait plein. Il en fait plein et des mauvaises relances. Même si, oui, en cours de match, il va en réussir plein. Il y en a plein des dégagements qu'il a réussi, Ter Stegen. Et très souvent, ça contribue à ce que le jeu soit plus fluide, éclairé. Et hier, il était même à 2 doigts de faire, je crois, au moins une passe décisive, Ter Stegen, tellement il a été bon au pied. Malheureusement, parfois, il a des relances qui ne sont pas bonnes. Et justement, là, ce que Donnarumma a fait, c'est justement ça que moi, souvent, je reproche à Ter Stegen, parce que Donnarumma, ce qu'il fait, c'est une mauvaise relance qui ensuite fait en sorte que le Barça revient au score. Et le score change. Quand tu es gardien, tu es jugé sur tes erreurs. Car malheureusement, ce n'est pas le même métier quand tu es gardien, tu es jugé sur tes erreurs. Ça veut dire que si tu fais une erreur ou pas, le score, il change. Tu peux faire 10 très bonnes relances, c'est très bien. Mais si tu en fais 2 ou 3 qui sont pas bonnes et que justement l'adversaire en profite et marque un but, tes 10 relances qui ont aidé l'équipe, certes, mais le score n'a pas forcément changé. Alors que si tu rates quelque chose, un gardien, une mauvaise sortie, une mauvaise relance, comme Donnarumma sur le 3e but, une mauvaise sortie, du coup, le score, il change. Alors qu'un attaquant, s'il rate un tir, il rate une frappe, il rate une passe, le score il ne change pas. Donc ce n'est pas le même métier. Un attaquant est jugé sur ce qu'il crée. Un attaquant comme Mbappé est jugé sur ce qu'il crée. S'il ne crée pas, le score ne change pas. C'est un peu ingrat. C'est comme ça, c'est le football. Un défenseur ou un gardien est jugé avant tout sur les erreurs qu'il ne commet pas ou qu'il commet. Voilà, tout simplement. Mais je ne veux pas blâmer Ter Stegen parce que globalement, les 2 buts que le Barça a pris, il n'est pas vraiment fautif. Le but de Dembélé, c'est une frappe du gauche incroyable. Il est un petit peu planté sur ses appuis, mais c'est pas une faute. C'est pas une faute pour moi. Et voilà, il peut mieux faire, mais s'il l'a fait, c'est juste un arrêt incroyable. Là, il n'a pas fait l'arrêt incroyable. C'est pas très grave. On prend 2 buts, mais on en marque 3. Et je vous avais dit, on en avait parlé justement avant le match de la capacité du Barça à marquer 3 buts, à marquer un but de plus que l'adversaire dans ce match-là. Comme je disais, ce Barça à 2-1, si tu mets le Barça de Valverde ou le Barça de 2020-2021, là, celui du 8-2, tu le mets à 2-1, je suis sûr et certain qu'il sombre mentalement. Et puis est venu ce but, le but du 2 partout, qui est clairement, je pense, le tournant du match ultime, parce qu'après ça, évidemment, le PSG s'est mangé une bonne gifle. Un bon coup sur la tête. Le Barça, du coup, a repris un petit peu le dessus. Xavi, qui est masterclass, qui fait entrer Christensen, premier ballon, but sur le corner. Quand même un Barça qui marque sur corner, ça veut tout dire. Bon, évidemment, comme je disais, Donnarumma fait une grosse erreur. Mais voilà, Gundogan qui fait une passe décisive. Christensen qui marque de la tête. Franchement, c'est tellement ironique. Et ça me fait plaisir par rapport à Luis Enrique qui parlait beaucoup avant la rencontre. Le Barça qui met le but de la victoire sur corner. C'est pas du tout, c'est pas dans la philosophie du Barça de marquer des buts sur corner. Et pourtant, ça a été le cas. On en parlait. Malgré les très bons joueurs de tête qu'on a dans l'équipe, Koundé, Araujo, Christensen, Lewandowski et j'en passe, là, tu marques un but sur Rafinha aussi. Là, tu marques aussi un but sur corner. J'ai envie de dire, dans mes veines, ça fait plaisir. Et pareil, les mots de Xavi après la victoire, mesuré, humble. Il sait que c'est seulement la moitié du job qui a été fait. Donc, il en a parlé en conférence de presse en disant que, écoutez, mardi prochain, le match sera encore plus dur que ce match aller, que le PSG restait, quoi qu'il arrive, favori.
histoire un petit peu, je pense, de remettre la pression sur eux, de garder les prix sur terre, de dire que le Barça a fait une grosse performance collective parce que le PSG était, entre guillemets, favori. Hier, après la rencontre, je me disais, mais en fait, depuis quand le Barça n'a pas fait un tel match à l'extérieur, lors d'un match à élimination en Ligue des Champions? Et je me suis rappelé qu'en fait, la dernière fois où le Barça a gagné à l'extérieur, justement, c'était en 2019, le 10 avril, justement, 5 ans jour pour jour. Le Barça avait gagné à l'extérieur lors d'un match de C1 à élimination. C'était face à Manchester United. Il y a 5 ans de ça. Ce jour-là, je crois, le Barça avait un maillot jaune fluo. Messi s'était cassé le nez, je crois, il était en sang et tout. On a souffert. On sait que le Barça, à l'extérieur, c'est friable. On le sait très bien, tout ça. Un mois plus tard, rappelez-vous, 4-0 à Liverpool. Un an plus tôt, il y avait eu la Remontada à Rome. 2 ans plus tôt, le 4-0 du coup face au PSG. Un mois plus tard, le 3-0 face à la Juventus. Bon, c'était il y a 6-7 ans maintenant, mais ça n'a pas changé ensuite. Clairement, on sait qu'on est friable à l'extérieur. Donc, comme je le disais hier soir, victoire de prestige, c'est important. Il n'y a pas de plus compliqué dans le football que des matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, lors des matchs à élimination. Ça n'existe pas un contexte plus compliqué que ça. C'est là que justement tu vas tester une équipe. C'est là que tu vois le vrai niveau où l'équipe qui se déplace à l'extérieur est poussée le plus dans ses retranchements. Parce que forcément, intensité à l'extérieur, Ligue des Champions, enjeu, match évidemment coup près avec la pression et tout. Il n'y a pas pire que ça. Donc bravo aux joueurs. Deuxième statistique, première fois depuis la finale de Ligue des Champions en 2015 que le Barça marque 3 buts à l'extérieur dans la compétition en Ligue des Champions. Et j'ai envie de dire que c'était une finale, donc c'était sur terrain neutre. C'était pas forcément à l'extérieur. Pour remonter justement à un match où le Barça marque 3 buts à l'extérieur en Ligue des Champions, sans parler de la finale sur terrain neutre, il faut remonter à quelques mois plus tôt, face au PSG justement, le jour où Suarez s'était amusé avec David Luiz. Donc 9 ans les frères, 9 ans, c'est trop. 9 ans, 2015, je me rappelle que ce que je faisais moi 2015. J'étais à Miami aux États-Unis, à la fac, bref. C'était une autre vie, tout simplement. Donc maintenant, c'est l'heure de récompenser les joueurs un par un, dont les notes du match qui m'ont intéressé, qui ont été faites par l'équipe, côté Barça et côté PSG. Bon, déjà, commençons par les coachs, qui ont quand même eu une note, je trouve, assez intéressante. Pour Lucho, même si lui aussi, j'aurais aimé un peu plus, parce que ce qu'il fait à la mi-temps et les changements et tout, franchement, c'est marrant de voir. C'était quand même intéressant de voir à quel point c'est important d'avoir un coach. Comment un coach, même deux coachs, peuvent changer à quel point, comment des coachs de chaque équipe peuvent changer le destin d'un match. C'est un truc de fou, comment le football, même si tu penses que ça appartient aux joueurs, que les acteurs, les protagonistes, ça reste les hommes sur le terrain, mais on voit qu'un coach, c'est trop important, les frères. Un bon entraîneur, ça conditionne tellement de choses, un résultat, un trophée gagné. Je pense à Messi qui a eu des coachs, malheureusement, à part Guardiola et Lucho, qui a eu des coachs trop médiocres dans toute sa carrière, malheureusement, à part Scaloni à la fin. Mais le pauvre Messi, s'il avait eu des coachs un poil meilleurs que ce qu'il a eu, juste un poil, voilà. Malheureusement, il s'est tapé des Valverde, des Koeman, des Sessien, bref, j'en passe des meilleurs. Sampaoli, et bref. Starfall. Donc Xavi déjà a reçu la note de 7 sur 10 et je trouve que c'est vraiment mérité pour lui. Il a fait un match incroyable, que ce soit la composition, le fait de faire un petit peu souffler Christensen, le fait aussi de le faire entrer pas trop tard, les changements du coup encore de match. Du côté des joueurs maintenant, c'est Robert Lewandowski qui a été mis en avant par l'équipe. Il a eu 7, mais c'est pas la meilleure note, mais il a eu 7. Et franchement, il faut reparler de son match à Lewandowski. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé hier, Lewandowski, shame on me, mais c'est pas grave. Je vais me rattraper en parlant parce que ce qu'il a fait son match, c'est vraiment du 10 sur 10. Je vais me rattraper et parler, vraiment décortiquer son match, sa première mi-temps qu'il a faite qui a été incroyable, les ballons qu'il a réussi à récupérer, les ballons de Baudruche qui étaient envoyés parfois par Ter Stegen qui, avec de la classe, de la vista, des contrôles de balles, une protection de balle, il réussissait à les transformer systématiquement en ballon d'or. Ce qu'il fait sur le premier but, c'est juste incroyable. Le contrôle, la conduite de balle, le nombre de fois où il a porté le ballon, où il fallait, où il jouait juste comme un vrai numéro 9. Pas comme un numéro 10, comme un vrai numéro 9 hyper complet. Quand tu vois la différence avec Erling Haaland avant-hier, waouh, t'as peur. Mais bon, c'est l'écart qui les sépare. C'est un joueur confirmé avec un joueur qui tarde à progresser, tout simplement. Ce qu'il fait sur le premier but, c'est juste incroyable. Mais il l'a fait plusieurs fois. Plusieurs fois, il a conduit le ballon, contrôle et tout. La passe pour la Yamal. Et il aurait même mérité de marquer.
Il a, c'est vrai, l'occasion je crois c'était à 2-1 où il a une tête à mettre. Non, c'était à 2 partout, je crois. Et malheureusement, la balle repart d'où elle vient. Mais à part ça, c'est un match incroyable. Ce qui m'a vraiment intéressé, moi, Lewandowski, c'est justement comment il a réussi, avec son expérience, avec sa malice, à cibler un joueur adverse. Il s'est positionné côté Beraldo. Ça, c'est vraiment masterclass. Il connaît un petit peu Lucas Hernandez, hein, il avait le choix. Soit tu es un attaquant, tu joues entre les deux, soit tu cibles un des défenseurs. Et là, il avait le choix entre Beraldo et Lucas Hernandez, qui connaît très bien pour avoir joué contre lui et avec lui, du coup, au Bayern Munich. Là, ce qu'il a fait, c'est je cible Beraldo et je te trimballe partout sur le terrain. Je prends les ballons de la tête. Dans les duels au sol et aérien, je suis plus fort que toi. Je te fais monter, je te fais descendre, je te fais décrocher et je libère des espaces pour tout le monde. J'ai vu les chiffres, hein, j'étais choqué de voir le nombre de duels qu'il a remportés. Écoutez bien, 5 duels aériens sur 9 remportés et 6 duels au sol sur 9 remportés. Ça fait 11 duels sur 18, 5 duels aériens sur 9 remportés. Quand tu es un attaquant et que toi, tu joues 3 et que tu veux jouer un ballon de la tête alors que le défenseur, lui, ce qu'il veut, c'est juste la dégager, franchement, c'est très costaud. Et seulement 11 pertes de balles pour un attaquant, alors qu'il a eu quand même 51 ballons joués et 29 passes sur 33. Ça fait 88% de passes réussies. Merci pour SofaScore pour les chiffres. Moi, ça ne me choque absolument pas si l'équipe le met en avant à la place de Rafinha, qui a aussi fait un match de crack, il faut le dire. Mais Lewandowski, son match, hein, là, ils lui ont mis 7, oui, c'est ça, 7 sur 10. C'est mérité, hein, parce qu'un petit but, je pense qu'il bascule dans le 8 ou le 9. Mais masterclass quand même. J'espère qu'au match retour, là, il sera récompensé par un but. Ce qu'il a fait à Beraldo, à l'intelligence pour cibler un joueur et l'harceler et le faire du mal, alors qu'il aurait pu un petit peu. Et ce que je pense que c'est pour ça, justement, à la fin du match, que aussi, hein, c'est une des raisons pour lesquelles Luis Enrique a demandé à Lucas Hernandez de coulisser, de passer à droite comme latéral droit. Bon, ça, j'ai pas trop compris. Et du coup, on a justement Lewandowski qui est reparti, qui s'est excentré un peu plus vers le côté droit de l'attaque du Barça pour continuer à suivre Beraldo. Ça a été juste une masterclass tactique et technique aussi de Lewandowski. Son meilleur match du Barça? J'ai envie de dire que non, parce qu'il n'a pas marqué, mais si tu enlèves le côté statistique et tout, pour moi, oui. Avec l'enjeu Ligue des Champions extérieur et tout, franchement, c'est son meilleur match collectivement. Voilà. Ensuite, Ter Stegen a eu 6 sur 10. Pour moi, c'est mérité, comme j'en ai parlé. Ensuite, les défenseurs. Bah là, c'est simple. Hein, l'équipe, ils ont mis 6 à tout le monde, sauf Cancelo qui a eu 5. Oui, 5. Mais le reste, franchement, 6, c'est un petit peu léger. Hein, parce que la prestation collective de l'équipe, là, défensivement, pour moi, c'était la clé. J'en ai parlé en avant-match. Hein. Et ça, je veux avoir du crédit. Hein. Je veux que dans les commentaires, on salue mon courage. Ensuite, passons aux défenseurs qui ont eu tous la même note, hein, sauf Cancelo qui a eu 5, je crois. Le reste, tout le monde a eu 6. Bon, c'est un petit peu léger, 6. Hein. Je trouve que Koubarsi, Araujo Koundé, surtout les deux, Araujo Koundé, méritent, je pense, un peu mieux que ça. On prend 2 buts, certes, mais ils ne sont pas forcément les fautifs. Hein. On va dire que Koubarsi, peut-être sur le deuxième but, oui, d'accord. Et encore, je trouve que c'est plus une belle action du PSG plutôt qu'un Barça qui fait une erreur. Et puis le premier but de Dembélé qui est magnifique, hein, c'est De Jong, je crois, Frenkie de Jong qui prend le crochet, qui se mange le crochet d'Ousmane Dembélé. On parlera de Frenkie de Jong ensuite. Mais voilà, la défense a été bonne côté Barça. Koubarsi a été très important. Il y a un moment donné, je crois c'était deuxième mi-temps, où le Barça subit. Et Mbappé se retrouve justement en 1 contre 1 face à Koubarsi. Et là, Mbappé est hors jeu. Koubarsi, je pense qu'il le sait. Je pense qu'il sait que Mbappé est hors jeu. Donc quoi qu'il arrive, l'action n'ira pas au bout. Et s'il y a but, bah, il sera annulé. Mais il continue justement à rester au duel, au marquage de Mbappé pour intervenir. Et psychologiquement, je pense que ça lui fait du bien. Ça sert à rien. En soi, tu pourrais dire que ça sert à rien, l'action elle est morte et tout, il y a hors-jeu. Mais le fait quand même d'intervenir comme il le fait, de contrer Mbappé, de tacler comme il le fait, je pense que mentalement, non seulement tu montres à Mbappé que tu vas être présent, que le patron c'est moi, que tu vas pas t'amuser à te tester, parce qu'il y a des attaquants qui font ça, hein, qui se testent un petit peu, même si leur jeu il le sait. Voilà, il teste un petit peu, il frappe au but pour voir un petit peu s'il est chaud, si le gardien est chaud, si le défenseur est chaud aussi. Là, ce que Koubarsi fait, c'est que je montre un petit peu les muscles. C'est rien. Mais psychologiquement, je pense que ça fait du bien. Et ça change un petit peu. C'est du caractère, tout simplement ça. Ça change des mecs qu'on avait avant, les défenseurs comme Piqué, qui, quand il voit un mec hors jeu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête de jouer, il lève la main. Eh frère, non, c'est pas comme ça. C'est le football, c'est des petits détails qui changent, qui font un gros tout.
hein, quand tu lèves la main, et qu'en plus, souvent, il faisait ça et il était hors-jeu lui-même, comme un idiot. Il levait la main pour montrer à l'arbitre de touche qu'il y avait hors-jeu, alors que c'est lui-même qui couvrait le hors-jeu. Ça, on l'a vu des centaines de fois, Piqué. Hein, Piqué comme l'anglais, comme les autres, comme Jordi Alba aussi. J'ai pas envie de blâmer et de stigmatiser un joueur. Dieu merci, on n'a plus de joueurs comme ça. On n'a plus de joueurs qui s'effacent, qui attendent que ce soit l'arbitre qui prenne les devants ou que ce soit toi qui prenne les devants et qui dicte justement la suite de l'action. Et là, on parle d'un mec qui a 17 ans et 79 jours, les frères. C'est un truc de fou. Est-ce que je vais avoir des exigences? Est-ce qu'on va se permettre de demander à Koubarsi d'en faire plus et de faire le même deuxième match? Ce serait pas logique, ce n'est pas logique. Si jamais il foire le match retour, c'est évidemment ce que je ne souhaite pas. Mais c'est normal. À 17 ans, tu foires tes matchs. À 17 ans, il n'est pas régulier. Il est encore plus régulier, j'ai envie de croire, que Lamine Yamal. Bon, c'est un peu normal parce que lui, il est défenseur et tout. Mais c'est pas normal ce qu'il fait. Tu n'es pas supposé être comme ça, régulier. C'est son deuxième match de C1. Deuxième match de C1 de sa vie. Et il te pond ça. C'est juste n'importe quoi. Et voilà que dire aussi de Koundé et Araujo, qui étaient vraiment les hommes en mission face à Mbappé, qui ont été franchement incroyables. Il y a eu un petit flottement, évidemment, à 2-1. Il y a eu aussi un flottement, je crois que c'était la 85e minute, même 90e minute. Il y a une action où la défense du Barça, elle est un petit peu aux abois. Mais globalement, masterclass des deux joueurs. Hein. Le match retour sera une autre paire de manches, ce sera complètement différent. Mbappé aura plus d'espace parce qu'il jouera à l'extérieur. Mais encore une fois, merci pour les travaux, bande de soldats. Jules, je t'aime. Araujo, ton intervention à la 71e minute sur Barcola, ça c'est postère. C'est une photo qui doit rester, je pense, dans les mémoires des supporters si jamais on se qualifie. Faut pas minimiser ça. Hein. Ça vaut un but. Presque, j'ai envie de dire. Faut pas minimiser ça. Ça vaut presque un but. Cancelo, on en a parlé hier, c'est vrai qu'il a été, je trouve, assez brouillon offensivement, des frappes un petit peu n'importe comment, alors que je pense qu'on aurait pu leur faire très mal à 1-0. En début de match, il a, je crois, deux situations où il est bien placé, il a de l'espace et il frappe un peu n'importe comment. C'est dommage alors que le mec, il frappe très bien, on le sait tous. Quelques mauvais choix aussi, je pense que vraiment sur les côtés, les mauvais choix de Cancelo et Lamine Yamal de le côté ont fait un peu de mal au Barça à la finition en début de match, c'est dommage. Mais après, défensivement, il a été très intéressant, même quand Barcola était en feu absolu en fin de match. Il a été, je trouve, très cohérent. Et même comment il ressort le ballon, c'était aussi, ça aide l'équipe. Maintenant, évidemment, au match retour, il aura Hakimi en face de lui. Dembélé sûrement de retour à droite. Là, ce sera forcément un match largement différent. Ensuite, au milieu de terrain, c'est là justement où le Barça devait maîtriser le match. Et j'avais dit, en plus, encore une fois, je ne me suis pas trompé, où j'avais dit que le milieu de terrain, même si on aurait la maîtrise, eh ben, c'était pas forcément là où tu allais faire la différence. Et ça s'est vérifié justement par les relances et les transitions hyper rapides, les dégagements de Ter Stegen, les passes longues de Koubarsi, qui sautaient le milieu de terrain du PSG et du Barça. Et puis voilà, ce jeu en pivot d'un mec qui décrochait comme Lewandowski, ça a aidé justement dans l'entrejeu. Et on n'a pas forcément vu des mecs comme Roberto, comme Gundogan et comme Frenkie de Jong. Bah, Frenkie, il a eu la note de 5 sur 10. C'est vrai qu'il fait un match assez neutre, on va dire. Il est pas fautif, mais responsable quand même. Il est sur le but, le premier. Le deuxième aussi, il est un petit peu, on va dire, attentiste. En début de match, il m'énervait un petit peu parce que balle au pied, on sentait que, encore une fois, ces petits défauts du mec qui ralentit un petit peu le jeu malgré tout, alors que justement, on a passé un mois sans lui et que le Barça jouait très bien et très vite en transition rapide. Mais évidemment, attention, il revient de blessure, il n'a pas joué depuis un mois. Et honnêtement, j'en ai pas parlé, mais il n'avait pas de numéro 6 à côté de lui pour une fois. Hein, il faut le dire, ça, que là, il avait Sergi Roberto, il n'avait pas un Christensen qui vient l'aider et le dédouaner du sale boulot. 5, c'est un peu sévère. Sergi Roberto a eu 4, je crois que c'est la pire note du Barça. Oui, c'est ça, pire note du Barça, 4. Bon, écoutez, il a fait son match, je trouve qu'il a été, généreux dans l'effort. Il a fait son match, il prend un jaune qui le pénalisera. Et du coup, il sera absent lors du match retour. Il fait un bon début de match, comme l'a dit l'équipe, mais c'est vrai qu'il est fautif sur le but, le premier but du Barça, où tu sens qu'il fait un dégagement un petit peu fébrile, même très fébrile. Hein. Vraiment, ça, c'est vraiment le symbole de ce qu'on a pu voir chez les défenseurs du Barça, dont lui, il y a 4, 5, 6 ans, on défend. Dans la tentative de dégagement, on sent une peur énorme parce qu'on est dans la surface de réparation. Bah forcément, tu es puni ensuite. Et Gundogan, qui a eu 6 sur 10, pour moi, je pense qu'il y a forcément 1 ou 2 points pour sa passe décisive sur Christensen, parce qu'il ne fait pas un match extraordinaire, selon moi. Il fait un bon match, mais pas dans la lignée de ce qu'on a vu récemment. Et c'est pas grave, j'ai encore foi pour le match retour. Ensuite, en attaque, là, c'est les hommes qui ont fait de la rencontre. Lamine Yamal, qui a eu du coup un 5 sur 10.
C'est notre moyenne. Je trouve que c'est mérité parce qu'il a quand même multiplié les mauvais choix. Et c'est très rare parce que justement, c'est sa qualité première. On dit toujours comment ça se fait qu'il a 16 piges et qu'il fait systématiquement ou presque systématiquement les bons choix. Contrairement justement à son prédécesseur au même poste, à savoir Ousmane Dembélé, qui lui a peut-être plus de talent balle au pied que Lamine Yamal, mais qui est un joueur qui ne fait pas les bons choix, qui n'a pas le QI tactique de Lamine Yamal, qui a seulement 16 ans. Là, il s'est démbellisé. Hein. Et même comme ça, il était hyper important et il a apporté au Barça. Donc j'espère que Xavi lui dira, écoute, regarde le positif de ton match, regarde ce que tu as apporté. Évidemment, la passe en tout cas la passe qui amène le premier but pour Rafinha et son implication défensive, ce qu'il a montré. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait du mal à Lamine Yamal, c'est que tu aides défensivement, tu apportes, tu fais les replis défensifs et tout. Mais après, l'énergie nécessaire pour ensuite réussir ta passe, avoir la lucidité nécessaire pour lever la tête, faire le bon choix, ne pas jouer trop vite. Hein, ce petit temps qui est nécessaire en général pour réfléchir et faire le bon choix. Il ne l'a pas eu, des crochets un petit peu ratés, alors que d'habitude il ne rate pas, des conduites de balle un petit peu foireuses. J'ai en tête une intervention, je crois, on est vers la 40e minute, je crois. Il est en face à face avec Beraldo. S'il le réussit, il y a de grandes chances pour qu'il se retrouve seul face au gardien. Et il pousse mal le ballon. Trop tard, hein, le crochet il est complètement raté. Tout ça, ça montre que justement, il était dans un match où ça demande de l'énergie et des efforts de faire les replis défensifs et ensuite revenir en attaque pour être tranchant offensivement dans ses prises de balle, ses contrôles, sa conduite de balle. Il a 16 ans. Donc calmons-nous. Et j'en avais parlé aussi en avant-match en disant que je ne vois pas, c'est pas normal à 16 piges de faire deux bons matchs, un match aller et un match retour incroyable à son âge offensivement, face à un PSG, une grande équipe, en plus un client qu'il avait en face de lui. Hein. Là, rappelez-vous, le match Espagne-Brésil qui a eu lieu il y a 2 semaines de ça, il avait Beraldo en face de lui, Beraldo qui jouait au Brésil en tant que latéral gauche. Là, Beraldo, il a été placé en défense centrale. Du coup, c'était Nuno Mendes qui est un sacré client défensivement, une bête. Moi, ce que j'ai aimé chez Lamine Yamal, c'est que, mine de rien, il essayait de jouer simple avec des passes en sachant que voilà, éliminer un vis-à-vis comme ça, c'était compliqué. Malheureusement, ce n'était pas forcément les meilleures passes, les meilleurs choix aussi. Mais moi, j'ai foi. J'ai vraiment la foi que le match retour, ça peut être son match. Ça peut être le sien. D'accord. Et pour finir, Rafinha, bon, lui, on en a déjà parlé hier soir, mais bon, je vais quand même un petit peu l'encenser encore une fois. Mais voilà, dans ce rôle d'ailier gauche, allez, j'ai envie de dire que hier, on a presque vu un 4-4-2 avec Rafinha en attaquant de soutien de Lewandowski. J'ai envie de dire que maintenant, il excelle. Il est vraiment en lévitation. Il est en confiance et il fait ce qu'on lui demande de faire, être impactant, marquer des buts. Franchement, il est vraiment intéressant, Rafinha. C'est vraiment cool de voir un Barça dont la totalité des joueurs, ou je pense les 3/4, 90% des joueurs du Barça, de l'effectif, arrivent au mois d'avril, mi-avril, dans leur pic de forme. Ça, c'est très rare. On avait l'habitude de voir un Barça qui commençait très bien la saison. Toutes les fois où le Barça a gagné la C1, c'est justement un Barça qui commençait très bien la saison et qui la finissait relativement bien. Donc, qui se servait de la saison et de la confiance accumulée au début, donc qui démarrait très fort et se servait de la confiance acquise au début de la saison pour ensuite enchaîner et aller loin en LDC. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment des joueurs qui étaient vraiment au fond du trou, un Barça qui souffrait mais qui se relevait progressivement. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que il y a eu des clubs comme le Real Madrid qui, parfois, en 2018, en 2016, commençaient très mal la saison et qui la finissaient très bien parce qu'ils arrivaient à être, comme par hasard, au mois d'avril, là où les matchs comptent le plus, dans leur pic de forme mentale et physique. Ça fait une grosse différence. J'espère que ça va se prolonger. Mais arriver au mois d'avril comme ça, là, pour une fois, le Barça, c'est très rare. Hein. J'ai jamais vu ça, honnêtement. Ça fait plaisir. C'est encourageant. Donc, on verra la suite. Rafinha, il a fait un très beau match hier. Il met un doublé, MVP, mérité, tout ce que vous voulez. Il ne fera pas des matchs comme ça chaque fois. Mais ce match-là, on s'en rappellera, surtout si on va loin ensuite. Vraiment, merci. Et puis les entrants, comme j'en ai parlé, hein, João Félix, Pedri, Christensen. Bon, Christensen, il a marqué ce but-là. Il a pris un jaune. On ne va pas trop en parler. Mais Pedri, son entrée, évidemment, elle est incroyable. On en avait parlé en avant-match et j'en avais parlé du scénario comme par hasard, où le Barça est mené au score et le Barça, Xavi, fait entrer du coup Pedri, et ben ça peut te changer un match, ça n'a pris qu'une seule minute. Ça aussi, vous êtes témoin, j'en ai parlé en avant-match. C'est arrivé. J'ai parlé de João Félix et son entrée, ce qu'il pouvait apporter. Les deux sont entrés en même temps.
hein. Et je pense à ce moment-là du match, j'étais plus pour voir un Christensen qui est entré en cours de jeu. Et ben Xavi, il m'a fait taire, il m'a fait mentir. Il a fait entrer Pedri et du coup João Félix. Et le changement, ça a été automatique. Donc bravo aux joueurs. Le Barça, du coup, qui gagne 3-2. Ousmane Dembélé, qui, du coup, il y a une polémique. Hein. On a vu la polémique Ousmane Dembélé depuis ce matin, depuis hier soir même. Depuis hier soir, les supporters du Barça qui lui en veulent d'avoir célébré. J'ai envie de vous dire, franchement, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous êtes surpris de voir Ousmane Dembélé célébrer comme il l'a fait sur le but qu'il marque et ensuite sur le but du 2-1 pour le PSG? Moi, je ne suis pas du tout surpris, hein. Franchement, Dembélé, c'est un gentil mec, mais c'est un petit peu à l'image de la personne, enfin en tout cas, on ne le connaît pas personnellement. Je ne jugerai et je ne me prononcerai seulement sur ce que je vois de lui, ce qu'il renvoie comme image. Bah, il a l'image d'un mec qui est assez simple, pas simplet, c'est mauvais, c'est méchant de dire ça, pas naïf, pas niais non plus, mais assez dans sa bulle. Et je pense qu'il ne réalise même pas à ce moment-là qu'il doit faire ça. Je pense qu'il n'a pas les principes de loyauté. Il n'a pas ces principes de se dire, et le réflexe, et le recul de se dire, à ce moment-là, ne célèbre pas. Bienvenue si jamais il marque au retour, là, à Barcelone, devant le public. Mais là, à domicile, bon, c'est pas très grave. Honnêtement, pour moi, la polémique, c'est une polémique qui est comme ça. Rikiki, j'en veux pas du tout à Dembélé, parce on sait qu'il est un petit peu candide, si vous voyez ce que je veux dire, si vous savez un petit peu ce que ça veut dire comme terme. C'est Dembélé, c'est Ousmane qu'on connaît, tout simplement. J'espère qu'au match retour, il sera un peu plus tranquille, par contre, qu'il n'ira pas provoquer les supporters. Sinon, et en plus, hein, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Neymar qui a commenté la photo de Rafinha sur Instagram, où Rafinha fait la célébration comme ça, comme le clown. Ça me fait plaisir de voir ça, parce que je sais que Neymar, aujourd'hui, doit en vouloir au PSG, aux supporters parisiens qui sont partis jusqu'à chez lui pour l'insulter, lui, sa famille. Donc c'est logique hein, qu'il soit plus côté Barça, hein. Je pense qu'il aurait adoré être sur le terrain côté Barça aussi. Et je parle même pas de Messi qui a dû voir le match aussi avant son match de LDC à lui qu'il a malheureusement perdu. Je pense qu'il a dû savourer ça hein, intérieurement. Ça lui fait à lui, à Neymar, à moi, à vous tous, à nous tous en fait, une petite satisfaction personnelle parce que ce n'est que le match aller, hein. Il y a un match retour qui arrive. Donc restons humbles, restons calmes. On a fait seulement la moitié du boulot. Le match prochain, le match retour sera complètement différent en termes d'approche. Là, je me suis amusé hein, lundi et mardi à faire 2 avant-matchs et à vous dire les scénarios possibles pour le match aller. Je ferai, je pense, la même chose. Vous allez voir hein, que ce ne sera pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. Ce ne sera pas la même approche et pas les mêmes scénarios possibles, c'est sûr. Mais il faudra être là. Il faudra être là dans les commentaires à voir et donner votre avis. Donc voilà, ça fait une longue vidéo comme j'avais prévu. Hein. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, que vous avez aimé. Et maintenant, on passe à autre chose. On a profité hier, on a analysé aujourd'hui et maintenant, on va se prolonger vers l'avenir. C'est ça le sport, hein, c'est ça le foot, c'est réaliser très vite ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui et ensuite demain, on repasse à autre chose. Très vite, cicatriser positivement comme négativement et passer à autre chose très très vite. C'est ça. Même si nous, en tant que supporters, ça nous met dans des états de stress, de tension. Moi, hier soir, je ne peux pas vous dire dans quel état j'étais avant le match. Hein. Vraiment, toute la journée, j'ai été en mode stressé comme pas possible. Et rebelote mardi. Mais bon, d'ici là, on va souffler un petit peu. Donc voilà les frères. Bonne journée à tous et bonne soirée. Merci à tous pour le soutien. Ciao.